Le bouton sur le dessus de ta casquette est là uniquement à des fins esthétiques. Mais savais-tu que cette petite chose a un nom? Les professionnels aux États-Unis appellent ça un squat-show. Sa fonction initiale était de maintenir ensemble les 4 pans de la casquette. Mais comme la fabrication de ces chapeaux s'est améliorée avec le temps, le bouton est devenu inutile et le squat-show a tout simplement disparu. Mais les casquettes n'étaient plus aussi jolies. Peu de temps après, le squat-show est revenu et je crois bien qu'il est là pour rester. À l'origine, les chaussures à talons hauts n'étaient pas destinées aux galas et aux bals de fin d'année. Au Xe siècle, monter à cheval était assez difficile avec des chaussures à semelles plates, et les pieds des cavaliers glissaient constamment des étriers. L'invention des talons hauts a permis de régler ce problème. On tenait bien mieux en selle grâce à eux, et puis ils ont gagné en popularité. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils deviennent ensuite un accessoire de mode à assortir aux tenues les plus élégantes. Les personnalités importantes ne voulaient plus être vues en société avec des chaussures plates. Monter à cheval avec des talons hauts était un peu comme, aujourd'hui, posséder une voiture de sport luxueuse. Au début, les talons étaient surtout portés par des hommes, mais les dames ont adopté cette mode emblématique dès le XVIIe siècle. Depuis, c'est l'un des plus grands succès de l'histoire en matière de style vestimentaire. Dans la Rome antique, le sel était si précieux que les gens lui donnaient même le nom d'or blanc. Avec la chaleur torride qui régnait et surtout l'absence de réfrigérateur, son but était de conserver les aliments, principalement la viande et le poisson. En prime, il rendait toutes ces choses beaucoup plus savoureuses. Sal, qui signifie sel en latin, était également utilisé en remplacement de l'argent pour payer les travailleurs. Et c'est de là que viendrait le mot salaire. Le riz est le plus ancien aliment cultivé de l'histoire de l'humanité. Il s'agissait, il y a environ 15 000 ans, d'une herbe sauvage originaire d'une petite vallée d'Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, on le sert dans le monde entier comme aliment de base et 3,5 milliards de personnes en mangent régulièrement. Il est difficile d'imaginer un monde sans ces appels vidéo que tu passes grâce à la caméra de ton téléphone ou de ton ordinateur. Cette technologie a permis des innovations qui ont changé nos vies, comme le travail à domicile. Pourtant, au départ, les appels vidéo n'étaient pas du tout destinés à l'usage que nous en faisons aujourd'hui. Cette technologie a été introduite pour savoir s'il restait encore du café dans la cafetière. En 1993, des chercheurs de l'université de Cambridge, frustrés de toujours trouver que leur cafetière était vide au moment où ils voulaient faire une pause café, ont décidé de trouver une solution. Ils ont donc inventé un dispositif de surveillance des cafetières en branchant une caméra qui transmettait une image en temps réel à leurs ordinateurs. Grâce à ces chercheurs, nous pouvons désormais travailler en pyjama. Nous connaissons plusieurs des découvertes d'Albert Einstein, mais il y a quelque chose dont tu n'as sans doute pas entendu parler. Avec l'un de ses élèves, il a inventé un réfrigérateur modifié. Il n'a rien à voir avec ceux que nous utilisons. Dans les années 20, les réfrigérateurs n'étaient pas très sûrs, car ils produisaient des gaz toxiques. Il voulait créer une version moins dangereuse, qui ne nécessiterait pas d'électricité, sans pièces mobiles, et qui n'aurait besoin que d'une source de chaleur pour fonctionner. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à réunir les fonds nécessaires et le projet est tombé à l'eau. Dans les années 1950, les réfrigérateurs électriques sont devenus populaires. Mais en 2008, des ingénieurs de l'université d'Oxford ont décidé de jeter un second coup d'œil à cette invention. Ils travaillent encore dessus, mais une fois qu'ils auront terminé, le réfrigérateur Einstein sera d'une grande utilité dans les zones rurales sans électricité et pour ceux qui veulent vivre loin de tout. Le modèle de clavier QWERTY, répandu dans de nombreux pays, n'est pas des plus faciles à utiliser. Dans les années 1870, Christopher Scholz a inventé un clavier agencé de manière à ce que la frappe soit 2 fois plus rapide. Mais en plaçant les lettres les plus couramment utilisées les unes à côté des autres, la frappe s'est avérée un peu trop rapide et les machines se bloquaient constamment. Il a donc développé le modèle QWERTY. Cela obligeait les dactylos à taper plus lentement. Elles devaient d'abord chercher la lettre, puis la taper avec leur index. Ce clavier est toujours en usage aujourd'hui et les gens s'y sont habitués. L'extrémité en plastique de ton lacet s'appelle un aglet et on l'utilise depuis la Rome antique. Bien sûr, il n'y avait pas de plastique à l'époque. Alors, ces aglets étaient fabriqués en pierre, en verre ou en métal. Les gens les plus riches pouvaient, s'ils le souhaitaient, décorer leurs chaussures avec des métaux précieux comme le laiton ou l'argent. Qu'est-ce qui est arrivé en premier, la télévision ou la télécommande ? Eh bien, sache que la technologie qui permet le fonctionnement des télécommandes est plus ancienne de plusieurs décennies. En 1898, Nikola Tesla a créé une machine permettant de contrôler des appareils à distance à l'aide d'ondes radio. Et pour vendre son invention, il a fabriqué un modèle de bateau télécommandé.
Mais il n'a réussi à intéresser personne. Il était en avance sur son temps. On a finalement commencé à utiliser les télécommandes pour les téléviseurs en 1956. L'ingénieur Percy Spencer a accidentellement inventé quelque chose de génial en 1945. Il travaillait sur un nouveau tube à vide, le magnétron, qui devait être utilisé sur des systèmes radars. Alors qu'il travaillait sur son projet, il a constaté que le chocolat qu'il avait dans sa poche avait fondu. S'apercevant que le magnétron avait la capacité de chauffer les aliments, il a fait un essai avec du maïs et il a obtenu des pop-corn. Il a ensuite essayé de le tester avec des œufs, mais là les choses ne se sont pas très bien passées. Alors, il a construit une boîte métallique et le premier four à micro-ondes a vu le jour. En 1733, un duc anglais a demandé à William Kent, un architecte, de lui fabriquer un moyen de transport pour ses enfants. William a construit la toute première poussette, mais personne n'était censé la pousser. Sans poignée, elle ressemblait à un chariot et était tirée par une chèvre ou un petit poney. Un tout petit nombre de ces poussettes a été fabriqué à l'époque, car elles étaient coûteuses. Plus de 100 ans plus tard, en 1848, la première poussette avec des poignées a été inventée et mise sur le marché à un prix abordable. On associe souvent, à cause des films, les policiers et les beignets. Et il y a en fait une raison à cela. Dans les années 1950, aux États-Unis, les agents qui travaillaient de nuit avaient souvent du mal à trouver un endroit ouvert pour se payer une petite collation de minuit. À cette époque, les magasins de beignets étaient des entreprises familiales. Ils travaillaient dur toute la nuit, fabriquant des beignets frais pour les vendre le lendemain. Et comme ces magasins étaient souvent victimes de braquages, une relation qui perdure encore s'est alors créée. Les policiers avaient quelque chose de délicieux à se mettre sous la dent et les fabricants de beignets se sentaient en sécurité pendant la nuit. Faire éclater du papier bulle est vraiment une activité relaxante. Et bien sûr, ce matériau est également très utile pour protéger les objets fragiles. En 1957, deux ingénieurs se sont amusés à coller ensemble deux rideaux de douche en emprisonnant les bulles d'air entre les deux surfaces. C'est ainsi que le premier papier bulle a été fabriqué. Mais ce qu'ils cherchaient à inventer, c'était un papier peint d'un nouveau type. Malheureusement, leur produit n'a eu aucun succès sur le marché. Quelque temps plus tard, ils ont essayé de le vendre comme isolant pour les serres. Et une fois de plus, ils ont échoué. Tout a changé en 1960 quand IBM a commencé à expédier des pièces d'ordinateur très fragiles. Le papier bulle était parfait et il collabore encore à ce jour. On utilise aujourd'hui des applis de cartes disponibles sur nos téléphones pour s'orienter, mais autrefois, nous n'avions pas d'autre choix que d'utiliser des cartes en papier. Et la concurrence dans cette industrie était féroce, à tel point que les cartographes dessinaient des agglomérations fantômes pour éviter que leurs rivaux ne copient leurs cartes. On appelait ces fausses villes des pièges à droit d'auteur. Cependant, l'une de ces villes est devenue réelle. Aglo, dans l'état de New York, a été inventé comme piège par General Drafting Co. Peu après, un autre cartographe a inscrit cette ville sur sa propre carte sans se douter qu'il se ferait prendre. Mais lors du procès, on a découvert qu'en 1950, une épicerie s'était installée à cet endroit. Et son propriétaire, supposant qu'Aglo existait réellement, a décidé de donner ce nom à son magasin. Du coup, il n'y avait plus de violation de droit d'auteur, car, techniquement, la ville d'Aglo était bel et bien réelle. En 1943, Vesta Stout, originaire de l'Illinois, travaillait à la consolidation des colis. Elle n'aimait pas beaucoup le ruban adhésif en papier, car il se désagrégeait rapidement lorsqu'il était mouillé. Elle demanda donc à son patron d'essayer de fabriquer un ruban adhésif imperméable. Mais sa proposition fut rejetée. Cependant, elle décida d'écrire une lettre au président Roosevelt en lui décrivant son idée pour fabriquer un meilleur ruban adhésif. Non seulement elle lui expliqua son concept, mais elle lui fournit également des dessins détaillés. Il approuva l'idée et ordonna qu'on impose le nouveau ruban dans les services postaux. Il était si utile pour le transport de marchandises que tout le monde en voulait, et on commença à le vendre dans toutes les quincailleries. Dans les années 50, les gens commencèrent également à s'en servir pour réparer leurs conduits de ventilation. Et même si l'adhésif utilisé n'est adapté ni au froid ni au chaud, le ruban se détache facilement. On continue encore aujourd'hui d'utiliser ce type de ruban adhésif pour un grand nombre de petites réparations. Est-ce que tu peux manger ça? On voit parfois des taches étranges sur nos pommes de terre et on se demande si on ne ferait pas mieux de les jeter. Voici 10 conseils sur les aliments pour savoir quand les manger et quand les jeter. Savais-tu que chaque année, 54 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées rien qu'aux États-Unis? Pour remettre les choses en perspective, ce chiffre signifie que près de 40% de toute la nourriture est gaspillée. Les gens en jettent s'ils n'ont pas confiance dans les ingrédients. Ils sont prudents et c'est tout à fait normal. Mais il y a des cas où même si les aliments ont un aspect bizarre, il est tout à fait sans danger de les consommer. Le premier élément de notre liste est le bœuf. Lorsqu'il s'agit de viande, les gens sont naturellement très prudents. Imagine que tu achètes de la viande de bœuf. Plus tard, tu te rends compte qu'elle présente des taches brunes. Si tu as le réflexe de t'en débarrasser immédiatement, sache que ces taches sont normales.
Il peut même y avoir des couches brunes à l'intérieur de la viande. Et pourtant, la couleur rouge vif est synonyme de viande fraîche, n'est-ce pas? Pas nécessairement. Lorsque la viande est coupée pour la première fois, elle est marron. Si la viande est rapidement emballée sous vide, elle gardera cette teinte. Mais si la viande est exposée à l'air pendant une quinzaine de minutes, alors l'oxygène provoquera un changement d'aspect vers le rouge. Ce rouge peut devenir marron lorsque la réaction biochimique commence. Cela peut prendre quelques heures. Les bouchers broient la viande plusieurs fois par jour pour obtenir cette couleur rouge vif. Car ils savent que les consommateurs se méfient du bœuf à l'aspect marron. Si le bœuf est emballé dans un plastique perméable à l'oxygène, il devient rouge vif après avoir été exposé à l'oxygène. Tant que la viande sent bon, qu'elle est fraîche et qu'elle a été conservée correctement, elle peut être consommée en toute sécurité. As-tu déjà vu des lignes sombres sous la carapace d'une crevette? C'est la même chose que pour le bœuf. Les lignes noires sur la chair de tes crevettes sont liées à un phénomène naturel. Elles apparaissent progressivement après que les crevettes ont été sorties de l'eau. La chair est exposée à l'oxygène et le noir devient plus visible avec le temps. Ici aussi, le motif de l'animal lui-même peut entrer en ligne de compte. Ces lignes noires peuvent être une décoloration naturelle sur la crevette. Pense aux chats, ils ont aussi des motifs de couleurs différents, même s'ils sont identiques en termes d'espèces. La prochaine fois, tu pourras réaliser une mini-expérience dans ta cuisine. Mets quelques crevettes côte à côte et observe les légères différences dans leurs motifs de couleur. Les crevettes dégagent une mauvaise odeur lorsqu'elles ne sont plus comestibles. Donc, si elles ont encore une odeur et un goût frais, ne les jette pas. Peux-tu manger du yaourt moisi? Cette substance verte à la surface n'a pas du tout l'air appétissante, mais si tu l'enlèves à la cuillère, tu auras l'impression d'avoir un yaourt tout frais en dessous. Pourtant, la réponse courte est qu'il faut le jeter. La moisissure n'est visible que sur le dessus, mais elle s'est probablement installée en profondeur. Sans parler du fait que le yaourt aura mauvais goût. De nombreuses moisissures sont inoffensives, mais certaines produisent des substances toxiques. La moisissure verte est un type de pénicillium. Ce mot te semble-t-il familier? C'est le même type de moisissure que celui utilisé dans l'antibiotique appelé pénicilline. Mais ne te réjouis pas trop vite. Manger un yaourt moisi ne te guérira pas des infections bactériennes comme par magie. En 2013, il y a eu une épidémie liée à une gamme de yaourts. Le fabricant a livré ses produits au magasin comme d'habitude, mais au bout d'un certain temps, ces derniers ont reçu des plaintes de clients, disant que le yaourt ressemblait à une soupe au yaourt et avait un goût de vieux. Il s'avère qu'un type de champignon a probablement libéré un peu de dioxyde de carbone. Cela rendait le produit pétillant et provoquait des ballonnements. Le fabricant et un scientifique ont tous deux déclaré que ce champignon en question n'était généralement pas nocif. Pourtant, plus de 200 personnes ont déclaré en avoir été affectées. Ce genre de choses peut encore arriver, donc fais confiance à ton sens de l'observation. Si tu as la malchance de voir de la moisissure dans un yaourt fraîchement ouvert, contacte le fabricant. Tu éviteras peut-être à d'autres personnes de se retrouver dans la même situation en informant l'entreprise d'un problème systémique et en évitant que le produit ne soit gaspillé à l'avenir. De plus, l'entreprise voudra probablement s'excuser et te rembourser ou t'offrir un crédit sur ses produits. Pourquoi les avocats ont-ils parfois des points noirs à l'intérieur? Techniquement, le fruit reste comestible, mais tu n'as peut-être pas envie de le manger. Les avocats sont une source de nombreuses vitamines, comme les vitamines C, E, K et B6, ainsi que de substances saines comme le magnésium, le potassium et bien d'autres encore. Or, l'avocat travaille dur pour devenir une telle source de nutriments. Et il a ses propres canaux de transport, comme des veines. Ces canaux sont normalement invisibles pour nous, jusqu'à ce que quelque chose sorte de l'ordinaire. L'avocat peut parfois être conservé à des températures froides pendant plus longtemps qu'il ne le devrait. Par conséquent, les cellules des tissus peuvent être affaiblies et commencer à se détériorer. Selon les experts, après la récolte du fruit, s'il reste au réfrigérateur pendant quelques semaines avant que tu ne l'achètes, un brunissement vasculaire peut se produire. Ce phénomène devient visible après avoir conservé l'avocat à température ambiante pendant quelques jours. Mais alors, faut-il le manger ou le jeter ? Tu peux manger les avocats marqués de points noirs, mais il vaut mieux d'abord les goûter. Il se peut qu'ils n'aient pas le même goût qu'un avocat normal. Qu'en est-il de la partie blanche sous la pelure des pommes de terre? Peut-on les manger ou faut-il les jeter? Elles ressemblent à des bleus, mais elles ne sont pas noires. Si la couche extérieure de la pomme de terre semble normale, ces marques blanches d'apparence bizarre ne sont pas de la moisissure. Les pommes de terre moisies se détériorent, elles deviennent molles et ridées. Tant que l'extérieur de la pomme de terre semble propre et régulier, il n'y a probablement pas de croissance microbienne nocive à l'intérieur.
Ces marques blanches peuvent être dues à des chocs, probablement pendant la période de récolte. Bref, tu peux la manger sans danger. Il peut aussi y avoir des traces blanches sur la planche à découper quand tu coupes les pommes de terre. Selon les experts, certaines pommes de terre contiennent plus d'eau et d'amidon. Par conséquent, ta planche à découper devient un peu plus sale que d'habitude, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter non plus. Continuons avec une autre forme de pommes de terre, les chips. Quelles sont ces taches noires sur les chips? Peut-on les manger ou faut-il les jeter? Tu peux les considérer comme des imperfections mineures qui n'affectent pas la qualité des chips. Encore une fois, elles apparaissent à cause des chocs qu'elles subissent ou à cause du processus de friture. Parfois, tu peux constater que ton ail semble essayer de se reproduire. Oui, il a germé. La question est de savoir si tu peux manger les gousses germées ou si tu dois les jeter. Si le germe vert se trouve au centre de la gousse, c'est bon. Sache que le goût de l'ail sera plus fort qu'il ne l'est habituellement. Mais il sera tout de même acceptable dans un plat cuisiné puisqu'il sera mélangé avec d'autres ingrédients. Le goût ne devrait pas être trop fort. Peut-on manger une pomme avec des vers? La plupart des gens ne supportent même pas l'idée de croquer accidentellement dans une pomme véreuse, mais c'est une question de culture. La réponse est oui, on peut la manger. Après tout, les vers ne font qu'ajouter un peu de protéines aux fruits, n'est-ce pas? Ces animaux ne sont pas porteurs de parasites nocifs, ils se frayent simplement un chemin dans la pomme. Le point d'entrée du fruit peut avoir un goût désagréable, car il est devenu pourri avec le temps. Mais outre le goût, la partie pourrie peut être croquée sans danger. Ce qui n'est pas sans danger, en revanche, c'est de manger les pommes tombées au sol. Celles-ci ont probablement traîné sur le sol pendant un certain temps et cela peut être suffisant pour que les bactéries nocives du sol se soient faufilées dans la pomme. Dans certains cas, des personnes ont eu des problèmes de santé en buvant du jus de pomme non pasteurisé fabriqué à partir de pommes tombées au sol. Savais-tu que les poulets pouvaient sauter et même voler? La domestication du poulet remonte à au moins 2000 ans avant notre ère. Les poules ont bien les plumes et les muscles nécessaires au vol, mais elles ne s'y adonnent pas beaucoup, des centaines d'années après avoir été domestiquées. Mais si on leur donne la bonne motivation, elles en sont tout à fait capables. Si elles pensent par exemple que l'herbe est plus verte de l'autre côté de la clôture, elles peuvent sauter jusqu'à près de 2 mètres. Certaines poules sautent même sur les arbres pour s'y percher. Imagine un arbre chargé de poulets, c'est plutôt marrant. Leur principale préoccupation est leur sécurité. L'arbre leur sert de couverture pendant la journée et les protège des oiseaux de proie. De même, la nuit, l'arbre se transforme en abri contre le vent et la pluie et contre les attaques d'éventuels prédateurs terrestres. Il n'est pas nécessaire que cela se produise dans la nature sauvage. Les fermes où les poules sont libres de gambader ont également des nids dans les arbres. Certaines poules plus dégourdies que les autres quittent leur poulailler et sautent sur les branches. C'est pourquoi de nombreux éleveurs de poules cherchent à les réfréner par tous les moyens. Et Siri recherche comment gérer des poulets sauteurs. Passons maintenant aux objets de la vie quotidienne et aux secrets qu'ils recèlent. Les couleurs des attaches torsadées et des étiquettes en plastique sur les sachets de pain ne sont pas dues au hasard. Elles sont déterminées par son jour de cuisson. Une couleur est ainsi attribuée à chaque jour de la semaine. Par exemple, le bleu représente le lundi, le vert le mardi et le rouge le jeudi. Tu peux maintenant savoir si oui ou non ton pain de supermarché est frais. Ces codes couleurs sont également utiles aux employés qui peuvent facilement repérer le vieux pain sur les rayons. Un dicton populaire dit qu'on est ce qu'on mange. Et il s'avère justement que nos intestins sont aussi là pour nous rendre heureux. La sérotonine est l'hormone du bien-être. C'est aussi un neurotransmetteur, une fonction que beaucoup d'entre nous associeraient immédiatement au cerveau. Pourtant, il est intéressant de noter qu'environ 95% de la sérotonine du corps humain est produite dans notre tube digestif. Nous sommes nombreux à employer les mots d'herbe et d'épices sans grande distinction. Mais il s'agit bien d'assaisonnements différents. Les épices proviennent de toutes les parties d'une plante ou d'un arbre, comme la racine, la graine ou l'écorce, alors que les herbes ne sont que les feuilles de la plante. Les épices sont généralement ajoutées aux aliments lors de la cuisson et du rôtissage. Les herbes libèrent leur arôme plus rapidement, c'est pourquoi nous les ajoutons plutôt à la fin de la cuisson. As-tu déjà eu l'impression d'être observé pour te rendre compte que tu avais parfaitement raison? Ce sentiment, semblable au 6e sens de Spider-Man, s'appelle la détection du regard. Ton cerveau repère très vite si quelqu'un est en train de te regarder fixement. La science explique ce phénomène comme une sorte de mécanisme de défense.
Ainsi, un regard direct peut être interprété comme une tentative de domination, ce qui pourrait constituer une menace potentielle. L'homme a développé cette capacité au fil du temps. Curieusement, cela ne fonctionne que lorsque l'autre personne te regarde directement. Si ton regard est décalé de quelques degrés vers la gauche ou vers la droite, ton cerveau ne réagira pas de la sorte. Qu'en est-il de cette envie de revoir sans arrêt tes films préférés ou d'écouter les mêmes chansons en boucle ? Tu n'es pas le seul dans ce cas. Cette habitude a des effets positifs sur ta santé mentale, car c'est un comportement apaisant. Lorsque les gens se sentent dépassés, ils ont moins de maîtrise d'eux-mêmes et sont beaucoup moins enclins à accomplir des tâches difficiles. Tu te replonges volontiers dans la première saison de The Office parce que lorsque tu regardes, écoutes ou exécutes quelque chose de familier, tu n'as pas besoin de faire l'effort de décrypter ce que tu penses. C'est donc un bon moyen de se remettre les idées en place. Voici une autre sensation. Imagine que tu sois en train de profiter d'un magnifique coucher de soleil sur un balcon ou mieux au sommet de la tour Eiffel. Et voilà que ta petite voix intérieure te murmure « Et si je sautais ?» Eh bien, ce n'est pas forcément le fruit d'un état dépressif. Vois-tu, c'est juste une sorte de sentiment qui se produit lorsque tu es en hauteur. Il existe un nom pour cela, c'est l'appel du vide ou le phénomène de la hauteur. Il s'agit d'un objet de recherche relativement nouveau, mais plusieurs études sont en cours. On se souviendra certainement de l'incroyable performance de Jim Carrey dans Le Truman Show. Mais savais-tu que le délire de type Truman Show existait réellement ? Ce phénomène relève de la neuropsychiatrie cognitive. Les personnes atteintes de ce syndrome croient qu'elles sont filmées et que les images sont exploitées à des fins de divertissement. Il fut un temps où l'aluminium était encore plus précieux que l'or. Je sais que ça semble difficile à croire. Aujourd'hui, nous emballons carrément nos sandwichs dans cet article du quotidien. Au XIXe siècle, cependant, l'aluminium était un élément très difficile à obtenir. En effet, il était littéralement introuvable jusqu'à ce que des innovations permettent de l'extraire à grande échelle. Ainsi s'acheva le règne de l'alu. On raconte que l'empereur Napoléon III possédait même des couverts en aluminium qu'il réservait à ses invités de marque. Nous pourrions tout aussi bien évoquer une fête de voyageurs temporels qui s'est déroulée en 2009. Le physicien et théoricien Stephen Hawking a invité les voyageurs temporels du monde entier à s'y retrouver. Il y avait une grande bannière portant les mots « Welcome Time Travelers » et personne ne s'est pointé. Mais peut-être que ces voyageurs avaient d'autres engagements qui les ont empêchés d'assister à la fête. Je te jure que je pleure pas parce que personne n'est venu à ma super fête. J'étais juste en train de couper des oignons. Pourquoi fondons-nous en larmes lorsque nous les découpons ? À cause d'une enzyme particulière, la synthase du facteur lacrymogène. Existe-t-il une solution ? Eh bien la prochaine fois, prends une serviette en papier humide et dépose-la sur la planche à découper juste à côté de l'oignon. L'acidité produite par l'enzyme sera captée par le papier humide plutôt que par tes yeux. Le calendrier de l'Égypte ancienne était assez semblable à celui que nous utilisons aujourd'hui. Il comptait 365 jours répartis en 12 mois. Mais au lieu d'ajouter un 31e jour à certains mois, il gardait ces jours supplémentaires pour la fin de l'année. Tournons à nouveau nos objectifs du côté du règne animal. Y a-t-il un avantage quelconque à ce que les zèbres aient ce motif fascinant ? Les scientifiques se sont également penchés sur la question et ont procédé à quelques expériences. Ils ont affublé des chevaux de manteaux ressemblant au pelage des zèbres. Le manteau couvrait tout le corps des chevaux à l'exception de leur tête. Et il s'avère que ce motif zébré repousse les mouches. Les scientifiques ont observé que ces dernières ne s'attaquaient qu'à la tête des animaux et restaient à l'écart de leur corps. Les fourmis sont connues pour être des créatures travailleuses, même dans les fables de La Fontaine, et cela se reflète dans la vie réelle. Elles peuvent soulever jusqu'à 20 fois leur propre poids. Ces insectes ont également d'autres qualités remarquables. Ainsi, si une fourmi se blesse gravement, elle refusera d'être soignée par ses congénères. La fourmi sait qu'elle ne survivra pas. Alors au lieu de gaspiller les ressources de la colonie, elle obligera ses fourmis infirmières à continuer sans elle. Les chameaux peuvent survivre environ 15 jours sans le moindre accès à l'eau. Beaucoup de gens croient qu'ils stockent celle-ci dans leurs bosses. Mais non, ces bosses servent à stocker la nourriture sous forme de graisse. L'eau, quant à elle, est conservée dans le sang. À propos de chameaux, dans certains pays, il existe une tradition qui consiste à leur organiser des concours de beauté. Par exemple, un tel concours a été organisé en marge de la Coupe du Monde 2022 au Qatar en guise d'attraction. Tu vois une mouche énorme dans ta maison, mais elle échappe aisément à tes coups rapides de ninja. Tu te dis peut-être que la nature se chargera d'elle en quelques jours. Mais sache qu'en réalité, les mouches domestiques peuvent vivre jusqu'à 1 mois ou 2. Le fait suivant concerne les situations d'urgence sur la route. Les appuis-têtes amovibles des voitures peuvent te servir à t'échapper d'un véhicule. S'il t'est impossible d'en ouvrir les portes, tu peux toujours briser la vitre au moyen de ces appuis-têtes. Il te suffit d'en coincer les tiges entre la vitre et son rebord. Choisis un coin et frappe ensuite l'appui-tête aussi fort que possible pour briser la vitre en toute sécurité.
Tu devras peut-être frapper à plusieurs reprises, mais la vitre finira par se briser. N'abandonne pas après le premier essai. Et ne sois pas timide, c'est une question de survie. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager vos anecdotes avec nous.